Merci encore de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous allons commencer. Je vous souhaite à tous la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Brittany Gwetch et je suis chargée de programme du projet Knowledge Success du Johns Hopkins Center for Communication Programs Knowledge Success et ravie d'être le partenaire de FP 2030 pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons étudier les données, programmation et les directives pour les prestataires sur la fécondité des adolescents et les besoins en planning familial des adolescents qui vivent en couple ou sont des parents pour la première fois, comme vous le verrez sur l'écran dans un instant. Nous allons commencer par des exposés sur les données sur la fécondité des adolescents du PRB, de HI 360, des Girls Not Bride, des femmes, pas des épouses. Puis nous procéderons à un exercice de réflexion avec nos participants et nous examinerons les programmes et les exemples de ressources de Save the Children et Pathfinder International. Les participants auront leur micro éteint pendant la durée de la conversation, mais si vous avez des questions pour nos intervenants, veuillez les indiquer dans la fenêtre de chat et mes collègues de Knowledge Success et FP 2030 assureront la modération de cette fenêtre de chat et transmettront autant de questions que possible. Cette conversation va durer environ 1 heure et demie. Elle fait l'objet d'une interprétation simultanée en français et elle est enregistrée en anglais et en français. Cet enregistrement sera disponible au cours des jours à venir. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez choisir votre langue en cliquant sur l'icône en forme de map monde en bas de votre écran Zoom. Cela vous permettra de choisir entre le canal anglais et le canal français et vous pourrez opter alors pour couper le son original. Pour ce qui est des sous-titres, vous pouvez choisir si vous voulez les voir ou non pendant le webinaire, ce que vous pouvez faire en sélectionnant l'icône qui apparaît avec 2 C en bas de votre écran Zoom. Pour dissimuler ensuite ces sous-titres, vous pouvez retourner sur la même icône et choisir Cacher les sous-titres, Hide Subtitles sur le menu. Si vous avez des difficultés avec l'une quelconque de ces fonctionnalités pendant le webinaire, veuillez m'envoyer un message à moi ou à ma collègue Cosette Boaki de Knowledge Success et nous ferons de notre mieux pour vous aider. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre modérateur pour le webinaire d'aujourd'hui, Hima Patel. Hima Patel est le responsable de l'intégration de la planification familiale à FP 2030. Elle appuie l'équipe de l'Initiative mondiale et son secrétariat en coordination avec les partenaires au niveau mondial et des pays pour catalyser les progrès sur les objectifs de FP 2030. Elle participe également avec les partenaires sur un accent particulier portant sur l'intégration de la planification familiale avec d'autres questions secteurs du développement et de la santé, compris l'intégration, la planification familiale après avortement ou après accouchement, le VIH, la santé maternelle, infantile et enfantine, la nutrition et les maladies non contagieuses. Elle a reçu son BS en santé communautaire et du comportement de l'Université du Maryland et son master's en sciences de la santé publique de l'école de la faculté de sciences publiques sciences de santé publique de l'Université de Johns Hopkins Bloomberg. Elle est passionnée pour un avenir où tous pourront participer en tant qu'égaux au sein de la société, avoir la liberté de choisir des vies saines et prendre des décisions informées quant à l'utilisation de la contraception et avoir des enfants. Bonjour à tous. Les programmes se concentrent généralement sur pour retarder les premières grossesses. Toutefois, un grand nombre d'adolescents sont des jeunes femmes qui ont moins de 18 ans et on prévoit généralement une grossesse rapide et on l'attend. Malgré les efforts pour éviter ces grossesses ou les retarder, les jeunes femmes sont souvent ignorées par les autres groupes. Bien souvent, ces jeunes femmes se concentrent à des taux de grossesse beaucoup plus élevés et pour ces
Malgré tous ces efforts pour prévenir les mariages précoces, cette pratique persiste dans un grand nombre de pays et nous allons examiner cette question avec les différents groupes représentés ici aujourd'hui. Alors que nous nous retrouvons, nous allons examiner les données fondamentales sur la fécondité des adolescents, parler des principaux moteurs des grossesses proches ou précoces, examiner les exemples de programmes et de ressources pour toucher les jeunes adolescentes mariées et les jeunes parents, ceux qui sont parents pour la première fois. J'aimerais maintenant nous tourner vers notre premier intervenant. Nous avons avec nous Toshiba, qui est le directeur technique de la recherche démographique au Population Reference Bureau. Elle va nous présenter des données fascinantes sur la fécondité des adolescentes et leur grossesse qui sont tirées de la nouvelle analyse des données de la fiche sur les données de population mondiale. Toshiko, bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Toshiko Kaneda, je suis le directeur technique de la recherche sur la grossesse et la fécondité des jeunes au PRB ici à Washington. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'analyse de 30 années de données sur la fécondité des adolescents et je vais vous présenter des diapositives qui sont tirées de données de la dernière édition de la fiche de données démographiques et de santé que publie le PRB régulièrement. Diapositive. J'aimerais que nous commencions en vous présentant les taux de fécondité par âge et par groupe de revenus. Ici, nous avons les pays à faible revenu à gauche, revenus intermédiaires au centre et à revenus élevés à droite. Et dans chaque cas, j'ai 4 courbes qui représentent aux fiches de données pour un groupe d'âge précis pour les femmes. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette diapositive, mais j'aimerais attirer votre attention sur la courbe en rouge qui correspond au nombre de jeunes filles de 15 à 19 ans pour 1000 femmes. Il y a 2 choses à remarquer. Tout d'abord, c'est que les taux déclinent à l'échelle mondiale sur les 3 groupes à revenus et tous les pays. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par ailleurs, le taux est beaucoup plus élevé dans les pays à faible revenu que vous voyez à gauche par rapport aux pays à revenus intermédiaires et aux pays à revenus élevés. En 2020, on avait une estimation de 94 contre 36 et 14 dans les pays à revenus intermédiaires et à revenus élevés. J'aimerais également attirer votre attention sur les courbes bleues et vertes au-dessus de la courbe rouge, en particulier à droite, le tableau pour les pays à revenus élevés. La courbe verte est pour les femmes âgées de 20 à 29 ans, la bleue pour les femmes âgées de 30 à 39 ans. Voici le taux de leur grossesse. Dans les pays à revenu élevé, les femmes qui ont une trentaine d'années ont le plus haut taux de fécondité, alors que, comme je l'ai dit, pour les groupes de femmes de 15 à 19 ans et de 40 à 49 ans, ces taux sont très faibles. Dans les pays à revenus intermédiaires, lorsque vous regardez la courbe en bleu, le fait qu'elle ne remonte pas indique qu'il y a un effet de transmission par rapport aux pays à revenus élevés. Dans les pays à revenus intermédiaires, toutefois, il y a une indication d'un report ou d'un espacement des naissances, les taux ayant diminué de manière parallèle entre tous les groupes d'âge. Et nous continuons à observer un taux de fécondité relativement élevé pour les plus jeunes. Voici les tendances en termes de valeur absolue pour les femmes et filles. Ici, le nombre de personnes exprimées en millions. La courbe en jaune concerne les pays à revenus intermédiaires, en violet à faible revenu et en bleu pour les pays à revenus élevés. Dans ma dernière diapositive, vous avez pu voir que les taux déclinaient partout. Ici, nous voyons qu'en valeur absolue, il y a une augmentation au fil du temps dans les pays à revenus faibles. Par contre, dans les cas des
pays à revenus intermédiaires et à revenus élevés, il y a eu un déclin. Cette augmentation dans les pays à faible revenu est due à la dimension croissante des populations en âge d'avoir des enfants parce qu'il s'agit de pays très jeunes. Et les taux de fécondité pourraient être réduits si l'on répond aux besoins en termes de planification familiale. Donc, lorsque l'on regarde le nombre de mères pour de nombre de naissances pour les mères adolescentes de 1950 à 2020, vous voyez qu'il a pratiquement diminué de moitié. Et maintenant, nous continuons avec les mêmes couleurs qu'on a utilisées la dernière fois, mais cette fois, nous sommes en train de regarder le pourcentage des naissances pour des mères adolescentes. Ici, nous voyons les lignes qui représentent les pays à revenus intermédiaires et à revenus élevés sont en train de décliner. Mais pour les pays à faible revenu, la ligne reste assez stable. Cela représente presque 50% des naissances depuis les années 50. Et, et les naissances dans les pays à faible revenu continuent à représenter 50% des naissances. Et dans des pays à revenus intermédiaires et à revenus élevés représentent 8 et 4% des naissances. Donc, quelles sont les raisons pour cet taux de fécondité élevé dans des pays à faible revenu? Dans des pays occidentaux, nous avons vu un changement dans les taux de mariage. Nous savons tous que le mariage est un facteur qui influence les taux de fécondité. Donc maintenant, nous allons regarder les données sur le mariage. Ici, encore une fois, un graphique qui nous montre le pourcentage des femmes qui ont été mariées pour la première fois dès l'âge de 20 ans. On fait la comparaison entre des femmes dans plusieurs pays, dans des différentes tranches d'âge. Donc, nous avons les femmes âgées de 20 à 24 ans jusqu'à âgées de 35 à 39 ans. Depuis 2015 jusqu'à 2020, ce sont les femmes dans des pays à faible revenu. En 10 ans, les lignes sont assez plates, tout est resté assez stable. Les femmes qui sont mariées à l'âge de 20 ans ou de 20 ans à 24 ans est resté assez stable pendant des années. Il y a eu très peu de changements entre le pourcentage des femmes qui se sont mariées à l'âge de 20 ans ou encore plus jeunes au fil de la dernière décennie. Diapositive. Voilà un dernier graphique. Un facteur clé de la fécondité est l'accès à la planification familiale. Ici, nous allons faire la comparaison entre l'espacement des naissances par des femmes mariées. Ici, nous avons le pourcentage des femmes avec des besoins non satisfaits pour la planification familiale. Ce sont des femmes qui ont répondu aux sondages nationaux sur la planification familiale. Nous avons les tranches d'âge ici en bas et le pourcentage à gauche. Les femmes âgées de 15 à 19 ans ont souvent le niveau de besoins non satisfaits les plus élevés parmi les femmes mariées. Ici, nous
constatons qu'il y a un vrai besoin de la planification familiale pour l'espacement des naissances parmi les femmes adolescentes. Nous sommes souvent, nous concentrons sur la prévention ou même les besoins pour reporter la première grossesse pour les femmes adolescentes. Mais souvent, il faut repenser pour essayer de cibler le besoin d'espacer les grossesses. Il faut continuer à investir dans des programmes qui, euh, qui essaient euh, de reporter le mariage, de faire en sorte que les filles restent à l'école. Mais il faut aussi répondre aux besoins de la planification familiale parmi les femmes adolescentes. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Diapositive suivante. Et maintenant, je vais passer la parole à nos panélistes qui vont nous parler de comment nous pouvons mieux répondre aux besoins des femmes adolescentes pour la planification familiale. Ici, si vous allez sur notre site Web, vous pouvez trouver encore plus d'informations sur la fiche des données de la population mondiale 2021. Merci beaucoup. Merci, Toshiko. C'était très intéressant et c'était bien. Maintenant, nous avons bien compris toutes les données que vous avez partagées. J'ai déjà visité ce site web et c'est fascinant de voir les changements au fil du temps. J'ai été choquée de voir que 90% des, des naissances sont parmi les femmes mariées. Le pourcentage des femmes qui se marient avant l'âge de 20 ans est resté assez stable. Donc, nous savons que de millions de filles se marient avant l'âge de 18 ans. Dans quelques pays, il y a même des données venant des anecdotes qui disent que le mariage précoce, le taux de mariage précoce est en train d'augmenter à cause de la pandémie. Nous avons vu les changements à cause de la pandémie. Nous avons constaté qu'il y a une augmentation des taux de fécondité parmi les femmes et les femmes adolescentes. Nous voyons les différences entre les pays à revenus élevés où les femmes font plus d'efforts pour espacer les accouchements. Et maintenant, je vais passer la parole à Dr. Holly Burke, qui travaille à FACHI 360. Aujourd'hui, elle va parler des grossesses approchées parmi les adolescents en Ouganda. Dr. Burke, vous avez la parole. Merci beaucoup. Diapositive suivante. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je pense que c'est un webinaire, une discussion très importante, comme nos collègues l'ont déjà dit. Aujourd'hui, je vais présenter les analyses et un article que nous avons publié sur les corrélations des grossesses approchées parmi les adolescentes et les jeunes femmes en Ouganda. Nous allons mettre un lien vers cet article dans la boîte de chat si vous voulez encore plus d'informations. Diapositive suivante. Des grossesses rapprochées peuvent contribuer à la morbidité et la mortalité maternelle et infantile. Nous avons utilisé les données venant des sondages collectés entre 2013 et 2017. En Ouganda, nous avons vu une augmentation, la plus grande augmentation des filles qui avaient deux accouchements dans moins de 24 mois. 6 pays sur 22 ont fait de progrès en
en prévenant les grossesses rapprochées parmi les adolescents. Deux facteurs qui sont souvent mentionnés, les normes de genre équitables et le respect des décisions prises par des filles et des femmes par rapport à la contraception. Nous savons qu'une fois qu'elles sont mariées, les adolescentes et les jeunes femmes souvent n'ont pas la capacité de demander la contraception. Il y a souvent des fausses compréhensions de la contraception. Mais les jeunes filles et les femmes adolescentes représentent un groupe très divers. Souvent, il y a des besoins différents parmi ces femmes que des femmes qui représentent d'autres groupes. Avec nos recherches, nous avons essayé d'analyser les facteurs qui influencent les grossesses rapprochées parmi les jeunes femmes en Ouganda. Avec ces recherches, nous avons essayé de comprendre quelles seront les prochaines étapes pour ces programmes et comment pouvons-nous mieux cibler les programmes pour réaliser nos objectifs. Diapositive suivante. Nous avons mené une analyse des données en utilisant les données venant de 626 femmes mariées ou en couple âgées de 15 à 22 ans avec au moins une grossesse. Nous avons utilisé un sondage démographique. Nous avons utilisé des analyses de régression pour analyser les facteurs associés avec les grossesses rapprochées. Nous les avons définis, nous avons utilisé deux définitions. Une grossesse qui a commencé dans les 24 mois suivants la grossesse précédente ou 12 mois d'une grossesse précédente. Diapositive suivante. Nous avons observé que 74% du sondage ont connu une grossesse rapprochée dans les 24 mois suivant l'accouchement précédent, 37% dans 12 mois. Les risques de cette grossesse rapprochée ont augmenté avec l'âge de la femme à la première grossesse. Les femmes dans des zones rurales avaient plus de risques que les femmes dans des zones urbaines de faire l'expérience d'une grossesse rapprochée. Les femmes les femmes moins éduquées avaient des plus grands risques d'avoir une grossesse dans les 24 mois suivant l'accouchement précédent. Nous avons constaté que les régions aussi avaient une influence sur ces résultats. Diapositive suivante. Donc, en conclusion, la plupart des femmes et des adolescentes ont fait l'expérience d'une grossesse rapprochée qui n'a pas respecté les normes, qui ne répondait pas aux normes établies par l'OMS pour l'espacement des naissances. Les résultats de nos analyses ont dit que les efforts pour réduire les grossesses rapprochées devraient cibler les femmes adolescentes dans des zones rurales. Ce serait bien de répéter nos analyses dans d'autres pays et dans d'autres régions. Des recherches futures devraient être axées sur la compréhension des besoins pour l'accès aux méthodes contraceptives et d'autres groupes, y compris les femmes adolescentes qui ont besoin des soins post-avortement. Nous essayons de comprendre comment les préférences des femmes au début d'un mariage peuvent contribuer à réduire les grossesses rapprochées. J'espère que nous pouvons démontrer l'importance des analyses des données secondaires pour les femmes et les adolescentes qui ont déjà accouché. Avec ceci, nous pouvons cibler et concevoir des programmes
efficace pour répondre à les besoins des femmes. D'autres domaines n'ont pas ces mêmes ressources. Nous avons ces données. Ces données sont accessibles. N'importe qui peut télécharger ces informations, les analyser et trouver des conclusions qui n'existent pas dans les rapports existants. Ces données ne sont pas utilisées suffisamment et nous pouvons les utiliser pour concevoir nos programmes et pour nous guider pour avoir plus d'impact. Merci beaucoup. Je vous remercie, Dr. Burke, de nous avoir fait part des résultats de l'analyse de données secondaires de l'enquête démographique et de santé sur les grossesses répétées en Ouganda. J'ai trouvé qu'il était particulièrement intéressant de noter que c'est chez les adolescentes plus âgées, celles de 15 à 17 et 18 ans ou plus âgées lorsqu'elles se sont placées en couple pour la première fois, étaient plus susceptibles que les filles de 15 ans et plus jeunes d'avoir des grossesses à répétition. Qui plus est, de plus en plus de recherches sur le développement des cerveaux montrent que chez les jeunes ne sont pas pleinement émotionnellement et au plan cognitif d'un degré de maturité concret. Je me répète, de plus en plus de recherches sur le développement cérébral révèlent que les jeunes ne sont pas pleinement émotionnellement et cognitivement mûrs avant l'âge de 25 ans. Les services de santé maternelle et infantile axés sur les adultes ne savent pas comment appuyer les parents, les adolescentes qui sont enceintes ou qui sont des mamans. Le groupe Femmes par épouse est un groupe de plaidoyer qui travaille dur pour prévenir les mariages précoces, mais aussi pour fournir des soutiens et des services appropriés aux adolescentes une fois qu'elles sont mariées. J'aimerais maintenant donner la parole à Arwin Finney. Bonjour et merci de m'avoir prié d'être avec vous aujourd'hui. Des filles, pas des épouses, et ravi de faire partie de cette conversation qui attire l'attention sur le lien entre la fécondité des adolescentes et les mariages précoces, et d'autres orateurs en ont déjà parlé. Je vais parler un peu plus dans mon intervention de la manière dont elles sont liées, les mariages précoces et les grossesses précoces, et des manières qui permettent de traiter de ces questions. Diapositive suivante. Alors, la première question qui se pose avant de déterminer comment sont liées les grossesses adolescentes et les mariages précoces, j'aimerais rappeler ce qu'il en est des concepts. Un mariage d'enfant est un mariage formel ou une union informelle au sein duquel au moins une des parties est de moins de 18 ans. À l'échelle mondiale, la grande majorité de ces mariages impliquent des hommes beaucoup plus âgés et des filles de moins de 18 ans. Et les pourcentages varient de manière considérable d'une région à l'autre du pays. À l'heure actuelle, la moyenne est de 19% à l'échelle mondiale. Donc, 19% des filles à l'échelle mondiale se marient avant l'âge de 18 ans. Mais vous voyez qu'il y a un écart considérable entre les différentes régions. En Afrique au sud du Sahara, 34% des filles se marient avant leur 18e anniversaire, 28% en Asie du Sud où on a enregistré le déclin le plus rapide au cours des 10 à 15 dernières années, 22% en Amérique latine et aux Caraïbes et 36% dans les pays à faible revenu. Si on les compare par rapport aux pays à revenus élevés, la prévalence moyenne dans les pays à faible revenu, je le répète, représente pratiquement le double de la moyenne à l'échelle mondiale. Un autre élément concerne les mariages qui ont lieu avant 15 ans. 90% un grand nombre de filles se marient avant l'âge de 15 ans, ce qui a des conséquences très importantes au plan sanitaire pour ces jeunes filles. Et il y a des variations de nouveau très considérables entre les différentes régions en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, et 10%, soit le double de la moyenne mondiale dans les pays à faible revenu. D'autres orateurs l'ont dit, 12 millions de filles se marient chaque année
et il est prévu que 110 millions de filles se marieront avant leur 18e anniversaire d'ici 2030, ce qui veut dire que sur la base des tendances actuelles, nous n'atteindrons pas les objectifs de développement durable. Et comme nous l'avons dit, c'est en partie dû à l'impact de la COVID qui commencerait peut-être à se ralentir un peu et mais risque d'inverser les progrès qui ont été accomplis au cours des 20 dernières années. Quels sont donc les liens entre les grossesses des adolescentes et les mariages précoces? La plupart de ces des relations sexuelles ont lieu dans le contexte du mariage. Mais selon les données, nous savons que la grande majorité des naissances pour les adolescentes se font dans le contexte d'une union formelle ou informelle. Il est important de comprendre que les grossesses adolescentes peuvent être une cause et une conséquence des mariages précoces. Donc, c'est un petit peu la situation du poulet et de l'œuf. C'est-à-dire que des jeunes filles peuvent tomber enceintes et puis être forcées de se marier plus tôt à cause de cette grossesse, ou bien elles se marient et deviennent très rapidement enceintes. En ce qui concerne les tendances régionales, en Asie du Sud, les grossesses suivent généralement le mariage, alors qu'en Afrique et dans les Caraïbes, les deux approches se tiennent. Je vais évoquer certaines des opportunités pour traiter des mariages précoces et des grossesses adolescentes en tandem. J'aimerais expliquer comment cela s'intègre dans l'approche de femme pas épouse. Notre approche est une approche holistique fondée sur une théorie de changement que vous voyez ici. C'est une vision collective des différentes approches nécessaires pour créer un monde dans lequel les jeunes filles peuvent s'épanouir. Il y a tout d'abord la vision, les efforts que nous déployons, les efforts, les attitudes et les comportements et les changements y afférents qui doivent se faire pour que notre vision se matérialise, à savoir que chaque fille euh, puisse décider quand se marier et quand avoir ses enfants. Le, nous avons eu un grand nombre de participants nous avons un grand nombre de participants à notre réseau. Il est d'une approche mondiale, il touche toutes les régions. Certaines hypothèses de travail sont retenues. Il est sans doute souhaitable qu'on les examine avant de rentrer dans le détail. Nous nous concentrons sur les filles. Pourquoi? Parce qu'elles sont affectées de manière disproportionnée par les mariages précoces, même si cela affecte aussi les garçons, mais dans une moindre proportion. Aucune stratégie ne fonctionne pour tout. Les changements se produisent au niveau local, mais aussi au niveau national et régional et international. J'aimerais souligner sur le fait que notre groupe veut appuyer les jeunes filles mariées. Il n'a pas pour objet de mettre un terme au mariage précoce, simplement de programmer des efforts pour non seulement ralentir le nombre de mariages précoces, mais aussi aider les jeunes filles qui sont déjà mariées et déjà mères. Il y a 4 grands piliers dans cette stratégie. Vous pouvez les voir, ils apparaissent en couleurs différentes. À gauche, des investissements plus importants dans les filles et leur bien-être. Ensuite, la mobilisation des communautés pour engager les familles, les parents, les tuteurs. Troisième pilier qui concerne l'accès aux services dans les différents secteurs, y compris la santé et l'éducation et le soutien pour la survie. Et enfin, les changements juridiques et politiques. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de l'accès aux services de soins appropriés, y compris les services de planification familiale, la santé maternelle et infantile, la contraception. Tout ceci relève des services de santé. Nous allons également parler du type d'approche que nous avons vu être efficace. C'est ce que nous allons voir sur la diapositive suivante. Comme je l'ai indiqué, il y a deux principales manières de regarder les liens entre grossesse précoce et mariage précoce.
lorsque la grossesse est ce qui entraîne le mariage, l'accroissement de l'accès des filles non mariées à la contraception et à des services d'avortement sans danger, dans toute la mesure de la loi, sont essentiels. Il y a d'importantes activités pour les personnes qui défendent les mariages précoces et les responsables de ces programmes. Certains éléments principaux qui sont utilisés dans notre réseau sont, par exemple, la plaidoyer pour des budgets, pour un renforcement des investissements dans les services de santé de reproduction pour les femmes et les adolescents, l'élimination des obstacles politiques et juridiques à ces services de soins. Un grand nombre de personnes ne peuvent pas avoir accès aux services de santé dont ils ont besoin pour pouvoir exercer leurs droits de reproduction et veiller à leur santé reproductive. Ensuite, il faut éliminer les obstacles, je l'ai dit, à la obstacles de politique et juridique à la SSRAJ. Nous savons qu'il existe des services, mais un grand nombre d'obstacles tels que les restrictions en termes d'âge ou les restrictions pour l'accès à ces services si vous n'êtes pas marié font qu'il est très compliqué de les obtenir. Il est donc important que les personnes responsables du plaidoyer pour les mariages précoces œuvrent à l'élimination de ces obstacles. Et de pair, il faut des efforts pour changer les normes sexospécifiques pour améliorer l'environnement permettant des modifications, car nous savons qu'il y a un stigmatisme important qui sert aussi beaucoup d'obstacles à l'accès pour les jeunes filles aux services de reproduction et de contraception. Il est essentiel d'améliorer la coordination entre le secteur de l'éducation et de la santé. Il n'y a souvent pas de service d'aiguillage entre les écoles et les services de santé. Ce qu'il faut voir, entre autres, c'est la mise en place de mécanismes d'aiguillage entre les établissements scolaires et les points de prestation de services, par exemple pour les jeunes filles non mariées, pour qu'elles puissent avoir accès à des soins, à des services de contraception ou de post-avortement sans danger. Et puis, il y a d'autres éléments qui doivent se produire au niveau scolaire, une promotion pour l'éducation dans les écoles. Un grand nombre d'entre nous travaillent sur ces efforts d'éducation sexuelle exhaustive. Nous savons que les jeunes ont besoin d'avoir accès à ces informations aussi exhaustives que possible et qu'ils ont aussi le droit, le besoin d'avoir des informations complètes sur leurs droits de santé sexuelle et reproductive. Et il faut donc leur donner ces informations pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées en la matière. Et enfin, ce que faisons-nous au niveau plus national, l'établissement de partenariats avec les prestataires de services pour les services de santé sexuelle et reproductive. Donc, les organismes locaux, communautaires, travaillent beaucoup au niveau local en impliquant les parents, les chefs religieux, les tuteurs et autres. Et ils peuvent servir de point de contact pour ces jeunes personnes pour leur permettre d'avoir accès aux services de santé et de reproduction dont ils ont besoin. L'image que j'ai indiquée ici est de Triggerize, qui est un fournisseur de services de contraception au Kenya. Il travaille en partenariat avec d'autres groupes et j'ai vu l'un de nos membres, je crois, s'inscrire à la discussion d'aujourd'hui. Diapositive suivante. Je passe maintenant à la programmation des mariages précoces pour réduire les grossesses adolescentes. Comme nous l'avons vu, les mariages précoces provoquent souvent une grossesse chez les adolescents. Il semble donc logique que la programmation des efforts pour réduire les mariages précoces réduirait la fécondité des adolescents. Ceci s'applique aux efforts de prévention des mariages précoces et aux efforts visant à appuyer les filles mariées. Les
les besoins des filles mariées sont souvent les mêmes que ceux des jeunes filles non mariées. Par exemple, j'aimerais en souligner quelques-uns, notamment un élément clé qui est d'appuyer ces jeunes filles pour qu'elles puissent reprendre leur scolarité. Un grand nombre d'adolescentes tombées enceintes abandonnent leur scolarité pour différentes raisons, soit parce qu'il y a une politique dans la salle de classe qui les expulse, ou bien qu'il n'y ait pas de politique, mais que traditionnellement, le comportement des pères et des éducateurs font que les jeunes filles ne se sentent pas à l'aise et préfèrent ne pas être en classe pour éviter cette stigmatisation. Il peut être aussi trop difficile pour elles de faire face à leurs nouvelles responsabilités tout en poursuivant leur scolarité. Donc, j'aimerais souligner aussi ici le fait que, comme l'a dit Holly tout à l'heure, les grossesses fréquentes sont souvent le cas de jeunes filles mariées, mais le défi du retour à la scolarité est encore plus difficile pour les jeunes adolescentes qui ont eu beaucoup d'enfants dans des espaces très réduits. En particulier, pour elles, retourner à l'école est vraiment un gros problème. L'accès à des services d'éducation sexuelle exhaustive et des services de SSRAJ qui soient ouverts aux jeunes sont des éléments importants. Il faut qu'elles aient accès à des services de soins de santé, mais souvent, elles ont du mal à les avoir à cause de politiques qui font preuve de discrimination à leur égard en raison de leur âge. Donc, en plus de la fourniture de ces services et de l'élimination de ces obstacles, il est essentiel qu'il y ait des efforts de plaidoyer pour modifier les normes sexo-spécifiques, en particulier pour influencer les attitudes des prestataires qui ne veulent pas fournir des services de contraception aux jeunes filles mariées ou non. Les services de santé maternelle et infantile, il est essentiel pour que les jeunes adolescentes, jeunes mères adolescentes non mariées puissent avoir accès à des services qui leur permettent d'avoir un accouchement sans danger et qu'elles aient accès à une planification postpartum afin d'éviter une grossesse à répétition. Les deux dernières choses dont je voulais parler très brièvement sont les programmes qui appuient les parents, ceux qui sont parents pour la première fois. Nous parlons beaucoup des besoins des services de santé, des mères adolescentes, mais l'on néglige souvent les besoins psychosociaux des parents, ceux qui sont parents pour la première fois, parce que c'est un moment très difficile pour devenir un parent, surtout si c'est une grossesse non souhaitée. Et qui mène à un mariage qui n'était peut-être pas prévu non plus. Cela crée des difficultés pour ces jeunes, ce qui peut avoir des implications considérables sur les dynamiques des relations sociales. Donc, des programmes qui aident ces parents adolescents et qui travaillent avec la communauté pour leur donner certains avantages. Et enfin, les programmes qui appuient la production de revenus. Ceci peut être en termes de soutien du passage de la scolarité à l'école, où les jeunes filles peuvent continuer leur scolarité après s'être mariées et devenues mères, mais il peut s'agir aussi d'une formation professionnelle pour les jeunes filles qui ne peuvent pas terminer leur scolarité. Et dans les deux cas, cela peut aider les mères adolescentes et les jeunes femmes mariées pour avoir davantage de sécurité financière. Je vais m'arrêter ici. Toutes mes excuses si j'ai dépassé les délais qui m'avaient été impartis. Je voulais simplement dire que l'on vient de publier un rapport pour le soutien aux jeunes femmes mariées et adolescentes et nous vous en ferons part très prochainement. Merci. Votre microphone est désactivé, Ima. Ah oui, toutes mes excuses. Vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Merci beaucoup, Arwin, d'avoir souligné ces points très importants. J'ai appris beaucoup d'informations sur le mariage des enfants, la grossesse chez les adolescentes. C'était très utile de savoir que vous avez des programmes pour soutenir les adolescents qui sont déjà mariés. C'est un travail essentiel. J'apprécie vraiment le fait que vous avez
mis un accent sur le travail en cours, d'assurer les services pour les jeunes mariés. Il est très important que nous adaptons nos stratégies pour travailler avec ce groupe. Merci à tous nos panélistes qui ont présenté des exemples, des informations qui contribuent à notre discussion sur ce sujet important. Maintenant, nous allons prendre une petite pause pour poser des questions à vous, notre public. Brittany va mettre des questions dans la boîte de chat et vous pouvez répondre dans la boîte de dialogue. Je vais lire ces questions. Qu'est-ce qui a fait écho pour vous dans ces présentations? Quels sont les points clés que vous allez ramener avec vous dans votre travail? Vous pouvez répondre à ces questions en saisissant vos réponses dans la boîte chat. Benedict A dit que les jeunes qui sont les parents pour la première fois, les femmes qui sont les mères pour la première fois, une très bonne approche que nous avons utilisée était un projet avec Pathfinder sous Evidence to Action, les données pour agir. Il y a ceux qui disent que l'éducation de vocation est importante. Ceci peut contribuer à la chaîne de valeur. De fournir assez de soutien et un soutien adéquat aux filles qui sont déjà mariées ou des filles adolescentes qui ont déjà accouché. Les mariages précoces influencent la santé mentale des filles. Oui, c'est vrai. Développer des interventions qui sont axées sur les mères, les femmes qui sont les mères pour la première fois, de développer leurs compétences et de retourner à l'école. Il faut répondre d'une façon plus ciblée aux besoins psychosociaux des nouveaux parents. Des approches basées sur les résultats pour les nouveaux parents, renforcer et de réviser des politiques en Ouganda par rapport aux droits et santé sexuelle et reproductive. Les mécanismes de référence dans les écoles et les hôpitaux, d'aborder le sujet des mariages des enfants avec une approche transsectorielle. L'éducation des parents, oui, oui, ça aussi. De lutter contre la stigmatisation persistante. Oui, apprendre plus sur les grossesses rapprochées dans la communauté. FP 2030 doit continuer à encourager les pays de considérer les adolescents mariés et en couple comme une population clé. Merci, Kate. Oui, les données peuvent vous rendre triste, c'est vrai, Émilie. Aider les jeunes mères à vivre une vie saine pour lutter contre la stigmatisation. Avoir des dialogues communautaires pour lutter contre la culture et les traditions, ainsi que les autres formes de violence faites aux femmes. Beaucoup des sujets que nous avons abordés aujourd'hui, oui, il va falloir beaucoup de travail pour effectuer des changements. De l'éducation sur l'hygiène dans des écoles publiques, oui, et la communication entre les parents, les membres de la communauté, oui, ceci est essentiel. On parle de la formation des prestataires des services de santé, mais on ne parle pas assez des membres de la communauté, surtout quand nous parlons des jeunes, surtout les jeunes filles, quand elles tombent enceintes pour la première fois. Les jeunes filles se sentent isolées.
On devrait avoir des interventions qui utilisent une approche communautaire, un travail transsectoriel. La santé mentale, oui, je pense que plusieurs personnes ont déjà abordé ce sujet, mais il est très important de parler de la santé mentale, de s'engager avec des chefs coutumiers pour lutter contre le mariage précoce et pour soutenir une éducation sexuelle complète. Merci beaucoup d'avoir tellement contribué à la discussion. Je sais que vous pensez que ces informations arrivent en temps important, mais je pense qu'il faut aussi penser à comment travailler avec des jeunes filles qui sont mères pour la première fois, comment les engager. Avec moi aujourd'hui, nous allons parler avec plusieurs experts. J'ai Angela Muriuki, qui est médecin, expert en santé publique, une chercheuse avec beaucoup d'expérience dans la santé maternelle et infantile au niveau de la politique, de la recherche, dans des contextes humanitaires en Afrique subsaharienne et Asie du Sud. Nous avons aussi Manish Mutra, qui fait partie du projet YUVA à Pathfinder India. Manish travaille dans le secteur du développement depuis 20 ans. Il fournit des conseils techniques pour les programmes de santé sexuelle et reproductive des adolescents, les normes de genre et le VIH. Merci à vous d'être ici aujourd'hui pour notre discussion modérée. Nous allons commencer avec Angela, qui a travaillé avec le gouvernement de Sierra Leone afin de développer des programmes pour les filles adolescentes et pour améliorer leur accès aux services. Pouvez-vous parler davantage de ce programme et de son développement? Angela, merci beaucoup. Je suis ici à Sierra Leone. Nous avons travaillé avec Save the Children pour développer ce programme. Je sais que nous avons quelques membres de ce programme qui sont ici, d'autres qui n'ont pas pu venir. J'espère que je peux bien les représenter. Nous avons des programmes pour des mères adolescentes. La raison pour le développement de ce programme, le Sierra Leone a une position spécifique dans l'Afrique subsaharienne et ce pays a un taux de fécondité chez les adolescents qui est très élevé. Beaucoup de programmes sont axés sur la prévention des grossesses chez les adolescents. Mais maintenant, il faut penser comment aider les filles et les adolescentes qui sont déjà enceintes, comment les aider à espacer les grossesses. Il faut parler des services de planification familiale postpartum et d'autres services après l'accouchement. Nous avons regardé beaucoup d'indicateurs. Nous savons que la couverture, la qualité des résultats sont différents pour les groupes de femmes. Partout dans le continent, nous savons qu'il y a de grandes différences dans le niveau d'accès et les soins postpartum. Il y a aussi de grandes différences entre les tranches d'âge. Quelqu'un en a déjà parlé, mais nous savons qu'il y a certaines vulnérabilités naturelles. Il faut comprendre comment les adolescentes cherchent, comprennent et utilisent les soins et les services. Avec ces informations, nous pouvons prendre de bonnes décisions. Dans une ménage, il y a des décisions qui sont prises d'une certaine façon et quand vous êtes adolescent, vous êtes en train de connaître un développement cognitif et physique. Souvent, ce développement a une influence sur la décision de demander des services. Et souvent, il y a des craintes, des complications. Et ces grossesses sont en fait passées aux cliniques plus spécialisées.
Si nous essayons de cibler des clients avec des grossesses précoces, il faut aussi assurer la continuité des services. Avec cette continuité, pendant la grossesse, avant la grossesse, vous pouvez assurer les services après l'accouchement aussi. C'est mieux de faire cette éducation tout au long de la grossesse et pas commencer au moment de l'accouchement. Nous pouvons fournir des conseils pour toutes les étapes pendant la grossesse et avec ceci, nous pouvons répondre à cette vulnérabilité spécifique des jeunes. Il faut se rappeler que nous ne sommes pas là pour fournir tout simplement les soins postpartum, mais aussi des soins tout au long de cette période de vie. Il faut aussi penser à comment adapter les services aux jeunes et aux besoins spécifiques des jeunes. Il faut mettre l'accent sur des services transsectoriels. Les prestataires peuvent fournir certains services, mais il faut avoir des services pour, euh, pour toute la santé. Nous avons parlé, par exemple, avec des femmes, des mères adolescentes, et nous avons reconnu qu'il fallait parler de la santé mentale ainsi que d'autres services, par exemple la santé physique. Il faut un soutien pour la nutrition, pour l'allaitement et aussi pour lutter contre la dépression postpartum. Il faut fournir un soutien pour les femmes pour l'allaitement si les filles veulent retourner à l'école. Donc, nous avons plusieurs questions par rapport à la nutrition. Il y a aussi des autres questions qui sont importantes pour n'importe quel parent, mais surtout pour les parents adolescents. Nous avons des facteurs qui influencent le retour à l'école. Il nous faut aussi des structures communautaires pour la réconciliation. Par exemple, si une fille tombe enceinte, elle peut être expulsée de la maison. Donc, comment l'aider après cela et comment réduire la stigmatisation dans la communauté? Voilà, il y a plusieurs facteurs, mais il est important d'identifier les facteurs, de reconnaître que tout est important et après répondre à ces questions. Je vous remercie. Je considère moi-même que cette approche multidimensionnelle est essentielle pour que l'on puisse aider ces adolescentes. Certains des obstacles sont le manque de confiance, le manque de connaissances, le manque d'aptitude. Et une autre question que j'ai pour vous est la suivante. Quelles sont certaines des étapes à suivre? Comment est-ce que les groupes de nos participants et d'autres peuvent faire pour ajuster cette méthode, pour travailler avec leur ministère de la Santé, leur contexte? Est-ce que vous leur diriez? Que leur recommanderiez-vous? C'est une question très importante. Pour commencer, lorsque l'on élabore des directives, il faut déjà regarder ce qui existe pour ne pas réinventer la roue. Il faut informer le processus de réflexion. Donc, au niveau de l'élaboration de ces directives, nous avons regardé ce qui existait déjà et nous n'avons rien pu trouver dans les différents pays et contextes qui cible de manière spécifique les grossesses et les mariages précoces des adolescentes en période notamment de postpartum et les dépressions. Je me demande si cela existe aujourd'hui, si quelqu'un a vu des directives similaires et surtout, contactez-nous si c'est le cas. Tout ça pour dire qu'il y a un écart crucial concernant ces efforts. Je suis sûre qu'un grand nombre de personnes qui assistent à la réunion d'aujourd'hui veulent savoir comment adapter cette méthode à leur contexte. Et je vous encourage tous à envisager de le faire. Nous avons un fardeau très lourd concernant les grossesses adolescentes. Nous avons qu'il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration. Le nombre de jeunes adolescentes qui ont des enfants et qui se retrouvent en dépression est très important. Euh,
Il y a un élément dont j'aimerais faire mention, c'est une ressource qui est disponible avec la permission de l'unité de coordination OMS-AT. Il y a un mécanisme de l'équipe de l'OMS et au niveau du ministère de la Santé, vous pouvez avoir accès à ce mécanisme, demander une assistance technique pour adapter cet instrument à votre contexte. Je le dis, avec la permission de cette instance de coordination, vous pouvez formuler la question AFP 2030 et si vous voulez faire davantage, nous sommes tout à fait prêts à vous fournir davantage de détails. Je crois que c'est une ressource qui peut être précieuse pour tous les pays intéressés. Je vous remercie, Angela. Oui, je crois que nous allons faire part de ces ressources à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie. J'aimerais maintenant que nous passions à Manish. Manish de Pathfinder. Pathfinder est un chef de file pour contacter ce groupe, à commencer en Inde, puis ensuite dans d'autres régions, le Burkina Faso, le Niger, la Tanzanie, le Bangladesh, où les mariages précoces sont communs à un grand nombre des programmes, travailler avec les travailleurs de la santé au niveau communautaire, ce qui peut être un modèle difficile à soutenir. Pathfinder est de retour en Inde pour tester une nouvelle approche pour toucher les jeunes couples mariés et les premiers parents par le biais d'entrepreneurs du secteur social et l'utilisation de médias numériques. Manish, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu davantage sur les efforts de Yuva? Je vous remercie. Je commencerai par vous dire un petit peu comment fonctionne Yuva. Yuva fonctionne en Inde en titre d'un partenariat. Nous avons des partenariats avec des expertises différentes et notre but est d'atteindre des objectifs plus vastes, à savoir voir ce que l'entrepreneuriat social peut faire en tant que mécanisme pour contribuer à la distribution des informations sur la santé de la reproduction et la contraception chez les jeunes couples. Les interventions se font dans le BRM Maharashtra et nous avons des partenaires de mise en œuvre qui se spécialisent dans l'entrepreneuriat social, la démarginalisation, l'autonomisation des femmes et les produits de bien-être et de santé dans les communautés. Ils ont une expérience considérable en la matière. Nous avons des liens avec un grand nombre de chefs de file dans le domaine des médias sociaux qui nous appuient. Nous avons un partenaire pour le renforcement des capacités, Bouchara également, et nous travaillons avec les partenaires pour la mise en œuvre des programmes. Nous avons également la chance d'avoir Dalberg et Gambard Eniket qui nous aident au niveau de la mise en œuvre de la conceptualisation et de la segmentation. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, Yuma, nous sommes uniques parce que nous travaillons sur le modèle de l'entrepreneuriat social. Ce modèle est un modèle viable pour changer les comportements en termes de planification familiale et de contraception au sein de ces communautés. Il examine deux facteurs communs. Tout d'abord, dans le cadre de l'entrepreneuriat social, à long terme, cela permettra de réduire la dépendance sur les intervenants extérieurs et créer des marchés plus autonomes au sein des communautés en ciblant des groupes et les entrepreneurs sociaux auraient des engagements communautaires très valables pour concrétiser ces changements. Autre élément important de ce programme, ce sont les changements qu'apportent ces programmes. Nous avons le composant de SPCC. Le groupe cible a été segmenté en 5 sous-groupes selon leurs intentions psychosociales, leurs inclinaisons en faveur de l'utilisation de certaines méthodes plutôt que d'autres, et les messages sont préparés pour renforcer les messages en atteignant les groupes ciblés de manière spécifique pour les aider
à passer d'un non-utilisateur à un utilisateur ou d'un utilisateur qui est abandonné à un utilisateur de retour. Enfin, je parlerai d'un autre outil technologique à la disposition de ce projet. Il y a moins d'opportunités de regarder les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est une opportunité, en fait, qui nous a permis d'utiliser les dimensions technologiques et technosociales pour toucher les communautés et permettre un changement communautaire. Au début, vous avez parlé de l'apprentissage, des expériences historiques. Le projet s'appuie également sur des pratiques à fort impact et qui ont fait leurs preuves, avec contact avec les couples dans les communautés, pour essayer de se servir des implications de tous au niveau des décisions en matière de contraception et de planification familiale. L'accent également est placé sur les normes de l'agenda social pour voir quels sont les contraceptifs que l'on peut prôner ou promouvoir. Je vais m'arrêter ici. Merci. Il est absolument passionnant d'entendre ce que vous avez à dire sur les liens entre l'entrepreneuriat social et les médias numériques pour toucher les jeunes couples mariés, les parents pour la première fois. Oui, il faut un changement systémique. J'ai une nouvelle question pour vous. Je regardais les ressources dont vous m'avez fait part et que nous allons communiquer à notre audience. Pourriez-vous m'en dire davantage sur l'appli dont vous m'avez parlé, l'appli numérique? C'est ce volet numérique qui m'intéresse le plus pour toucher les jeunes couples mariés, jeunes adolescents, la technologie et cette nouvelle manière de toucher ces groupes d'une manière qui a peut-être plus de sens pour eux. Donc, j'aimerais beaucoup que vous m'en disiez davantage sur cette dimension numérique et son développement. Certainement, merci. C'est aussi quelque chose dont nous sommes très fiers pour le partage de ces innovations numériques. Merci d'avoir mis l'accent sur cet effort. Yuva est un projet plus vaste qui veut partager les théories de changement et se positionne sur le modèle qui consiste à examiner les dimensions polyvalentes du côté de l'offre et de la demande et de la création d'un environnement propice. Dans le cadre des interventions, il s'agit d'un ensemble de montages pour permettre à la communauté de recevoir des informations, des connaissances, des produits et des services. Et en même temps, il y a l'implication du secteur privé, des prestataires du secteur privé au sein des communautés plus vastes et d'intervenir dans les zones géographiques plus vastes qui sont nos domaines d'intervention. Pour ce qui est du renforcement des capacités de formation sur le tas qui ont été mises au point, cela a été élaboré un peu plus tôt que Yuva, mais l'idée était d'intégrer une composante de services ouverte aux jeunes pour les prestataires de services au niveau clinique et non clinique, les prestataires de services médicaux, les installations médicales pouvaient renforcer leurs connaissances, leurs compétences autour des axes de la planification familiale, de la contraception et des services tournés vers les jeunes. Il s'agit d'une source de connaissances importante, très interactive et des échanges. Les membres des groupes ciblés sont envoyés ou cherchent des services au sein de ces installations
Et il est important de voir l'intégration de ces services dans l'ensemble du système. Je suis également heureux de vous dire que Pathfinder au Bangladesh adopte cette approche et que cette méthode va être adaptée et utilisée au Bangladesh comme outil de renforcement des capacités, d'amélioration de la prestation des services au niveau public. À l'heure actuelle, l'appli est en 3 langues, en marathi, hindi et anglais, mais elle est très adaptable et peut être transférée d'une plateforme à l'autre. Nous espérons donc qu'il y aura une adoption beaucoup plus répandue. Je vous remercie. Merci, Marish, ce qui me permet de passer très bien à une question que j'ai pour vous et Angela. Avec les directives sur lesquelles vous avez travaillé, vos efforts, Manish, comment envisagez-vous une expansion des travaux que vous accomplissez? Je commence ou Angela? Oui, allez-y. Angela, il faut activer votre microphone. Les lignes directrices ont été développées avec le gouvernement du Sierra Leone et c'était une réponse à une lacune qui a été identifiée. Le processus de développement, nous avons travaillé avec des parties prenantes professionnelles et nous avons pu observer l'utilisation de ces lignes directrices dans des contextes cliniques. Donc, ces lignes directrices ont été développées et le fait que ceci ait été développé avec l'aide du ministère aide avec le sens d'appropriation. Pour la prochaine étape, avec les lignes directrices, voilà notre recommandation. Le développement d'une formation qui peut être adaptée aux formations existantes. Nous avons déjà un ensemble de formations pour la planification familiale et nous pouvons intégrer cette formation dans cet ensemble. Nous ne voulons pas créer d'autres ensembles de formations. Nous avons plusieurs modèles. Ce n'est pas seulement des formations en salle de classe, mais d'autres formations et d'autres formes de formation. Par exemple, si vous avez été formé en tant que clinicien, vous avez des idées par rapport à la prestation des services. Il faut après adapter votre conception aux groupes différents. Donc, nous avons un engagement très actif avec le ministère, avec les unités administratives dans toutes les régions du pays. Et nous espérons que nous pouvons utiliser ces lignes directrices dans plusieurs pays. Merci, Angela. Oui, c'est une réponse exhaustive et j'espère que nous verrons encore plus de résultats avec votre travail continu. Manish? Oui, comme Angela a dit, nous avons en fait identifié les mêmes facteurs pour nos programmes. Nous avons aussi quelques éléments différents de nos approches. Nous essayons d'analyser la mise à l'échelle d'une façon verticale et d'une façon horizontale aussi. Et nous essayons de comprendre comment pouvons-nous intégrer ces programmes dans les programmes existants pour mettre à l'échelle ces initiatives. Nous essayons d'adapter les modèles existants dans le monde institutionnel au secteur privé. Nous analysons les ensembles des produits pour renforcer les capacités des prestataires. Nous essayons aussi de mieux comprendre comment intégrer ces programmes dans les autres ensembles pour mieux cibler certains groupes.
Le développement des capacités est un moyen de réaliser cette mise à l'échelle. Nous pouvons le faire avec les formations en ligne et en personne. Nous pouvons utiliser des plateformes différentes. Nous avons créé un système pour la gestion des connaissances avec plusieurs modules liés à la planification familiale et les services de la santé sexuelle et reproductive. Nous espérons que cela va encourager le développement dans ce secteur. Un dernier commentaire, nous mettons beaucoup de valeur sur la participation du secteur privé. C'est essentiel. Nous essayons de favoriser la participation et les contributions du secteur privé à ce modèle. Nous avons les lignes directrices, nous avons aussi les données probantes qui démontrent que ces lignes directrices sont efficaces et ont beaucoup d'impact. Voilà le plan que nous avons développé pour le moment. Nous avons aussi travaillé beaucoup avec le secteur privé et il faut souligner le fait qu'il faut avoir une bonne compréhension et avoir des accords avec le gouvernement national et des États pour développer ces mécanismes et pour utiliser les mécanismes existants pour renforcer les capacités en santé sexuelle et reproductive. Oui, c'est une approche vraiment exhaustive. Maintenant, nous allons passer à la séance questions-réponses. Ce seront des questions pour nos panélistes et pour ceux qui ont participé à la discussion. Nous avons reçu plusieurs questions dans la boîte de discussion. Et maintenant, nous allons passer à la première question. Comment assurer que ces programmes vont aussi impliquer et engager les hommes et les garçons? Donc, vous pouvez activer votre microphone pour répondre et essayer de présenter vos observations de comment pouvons-nous intégrer, impliquer, travailler avec les hommes et les garçons. Je vais peut-être choisir quelqu'un. Arwen, qu'en pensez-vous? En fait, j'allais activer mon microphone. Je pense que oui, et il est très important de travailler avec les hommes et les garçons. Souvent dans nos interventions, dont nous parlons déjà, l'engagement des hommes est essentiel. Nous essayons de changer les normes sociales, les normes basées sur le genre, et nous allons travailler pour impliquer la communauté entière. Nous travaillons avec les maris des femmes adolescentes, les chefs religieux et coutumiers. Nous savons que ces chefs sont souvent des personnes très respectées dans la communauté. Nous allons travailler avec eux pour changer les normes sociales. Nous allons essayer de les engager. Nous savons qu'il est très important de travailler avec les hommes, les garçons, surtout quand nous parlons de la prestation des services. Nous pouvons développer des formations ou de l'éducation pour la clarification. Cela va aider les jeunes garçons et même les jeunes filles d'avoir accès aux services nécessaires. Il faut aussi travailler avec les enseignants afin d'encourager les jeunes mères de continuer à aller à l'école. Voilà pourquoi il est très important de continuer à travailler avec les hommes et les garçons, non seulement parce que ce sont les cibles de certains programmes, mais aussi afin de favoriser un dialogue communautaire, surtout si on peut impliquer les hommes
d'un certain statut social, par exemple les chefs religieux ou les chefs de ménage. Merci beaucoup, Arwen, de cette réponse. Oui, je pense que vous avez raison. Nous ne devrions pas faire abstraction de la participation des hommes et des garçons. L'influence des hommes est clé. Souvent, les hommes sont dans des positions de pouvoir ou ont un statut social plus élevé. Et si nous voulons vraiment effectuer des changements sociaux, il faut impliquer les hommes et les garçons. Encore une question. Comment avez-vous, nos intervenants, eu l'occasion de travailler avec ces programmes? Comment avez-vous mis à l'échelle ces programmes pour les jeunes porteurs de handicap? Comment avez-vous amélioré l'accès aux services pour les jeunes porteurs de handicap? En fait, je peux répondre très rapidement. Nous reconnaissons le fait que nous n'avons pas fait beaucoup de travail pour les jeunes porteuses de handicap parce que nous savons que, même si nous savons qu'il est très important, c'est très difficile de développer ces programmes. Nous savons qu'il est essentiel de d'appuyer les jeunes porteuses de handicap et j'invite la réponse des autres. Dans le développement de nos lignes directrices, nous avons reconnu que cela représente une lacune qui était très difficile à combler parce que notre système n'est pas bien équipé pour répondre aux besoins des personnes porteuses de handicap. Il fallait adapter les services de conseil, il fallait adapter les moyens d'accès, les éléments de certains services pour les personnes porteuses de handicap. Nous savons que c'est une question très importante, mais malheureusement, nous n'avons pas de solution. Merci beaucoup, Angela. Je pense que ce sont les observations très importantes. Ce sont des populations difficiles à atteindre, mais il faut bien réfléchir comment atteindre cette population. Une dernière question pour respecter votre temps. Pourquoi croyez-vous qu'il a été très difficile de réussir? Pourquoi a-t-il été tellement difficile de travailler pour promouvoir les droits des jeunes mariés? J'aimerais bien demander à Dr. Burke. Oui, bien sûr, je peux répondre. Et aussi, pour être honnête, avec les recherches, il n'y a pas beaucoup de recherches pour analyser les expériences des jeunes porteuses d'handicap dans des situations de grossesse. Pour répondre à votre question, pourquoi n'avons-nous pas fait beaucoup de travail dans ce domaine? Il y a plusieurs obstacles. Voilà un grand obstacle. Il y a des normes sociales qui disent que les jeunes et les adolescents ne devraient pas avoir de rapports sexuels. C'est un sujet tabou et un sujet qui met mal à l'aise. Donc, il est très difficile d'avoir les programmes qui ciblent cette population parce qu'avec ces programmes, vous êtes en train de dire que oui, les adolescents et les jeunes ont des relations sexuelles. Les filles pas épouses ont dit, et nous sommes d'accord, que nous nous focalisons sur le mariage des enfants, mais il faut se mettre mal à l'aise. Quand nous parlons de la santé maternelle, voilà l'objectif. Les jeunes, les adolescents qui
ont accouché, qui ont des enfants, on essaie de les mettre dans le même groupe que les femmes adultes avec enfants. Mais c'est un peu faire fi de ce groupe, de dire que ce groupe d'adolescents, des mères adolescentes n'existe pas. Et j'aimerais bien savoir ce que les autres en pensent. Un dernier commentaire pour répondre à la dernière question. Hima, ici Manish, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à la perspective des jeunes mariés. Quand un adolescent se marie à un âge assez jeune, la motivation est souvent de commencer à avoir des enfants. En Inde et en Asie du Sud, voilà la motivation pour le mariage. Encore quelque chose qui les influence est la pression de la communauté. Quand les jeunes se marient, souvent, il y a beaucoup de pression venant de la communauté de réussir ce mariage. Cela veut dire avoir des enfants. Nous avons un taux très élevé de la pauvreté, donc nous voyons beaucoup de migration pour le travail. Et les familles pensent qu'il est mieux alors d'avoir le jeune qui se marie très jeune. Et donc, les jeunes se marient avant de quitter le village pour trouver un emploi. La- les parents aimeraient que les jeunes aient des enfants pour créer une famille complète. Donc, avec ceci, nous savons qu'il faut fournir des services et des produits qui sera essentiel pour ces jeunes couples. Merci beaucoup, Manish. Oui, il est très important de reconnaître que c'est un problème et l'identification du problème est la première étape, comme Dr. Burke a mentionné. Il faut reconnaître la pression venant de la société, les normes sociales qui sont différentes dans de différents pays. Il faut adapter nos programmes à ces différences. Ceci est très difficile, mais très important aussi. Merci beaucoup à vous tous d'être ici aujourd'hui. Je vais prendre une minute de remercier tous les participants, tous les membres du public, nos panélistes, nos intervenants. C'était une grande occasion pour moi d'apprendre plus sur le travail qui est effectué dans ce domaine. Merci aussi à nos partenaires et à tous ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui, qui travaillent dans ce domaine. Je remercie Cosette et Brittany à Knowledge Success et je donne la parole à Brittany. Merci, Ima. Merci à chacun de nos intervenants et à vous tous de cette discussion très forte, très intense qui a eu lieu aujourd'hui sur la manière de répondre aux besoins en termes de fécondité, de planification familiale des adolescents en couple ou qui sont les parents pour la première fois. Je vous encourage tous à suivre FP 2030 et Knowledge Success et les autres organisations qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Vous avez les liens à l'écran. Cela vous permettra de vous tenir informé des ressources, des activités, des manifestations qui ont lieu. Nous allons vous envoyer un enregistrement de cette réunion en français et en anglais. Et nous vous ferons part également de tout ce qui a été communiqué dans le chat box. Encore une fois, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée et beaucoup de succès dans tous vos efforts. Merci.